Nous partons maintenant pour l'Angola. L'ex-président du pays, José Eduardo dos Santos, 76 ans, a officiellement quitté ce samedi dernier la direction du parti au pouvoir qu'il dirigeait depuis 4 longues décennies et l'a confié à son successeur à la tête du pays, João Lourenço. Aujourd'hui, je me lève pour transmettre le témoin au camarade João Lourenço, a déclaré Eduardo dos Santos devant les délégués du mouvement populaire pour la libération de l'Angola réunis en congrès extraordinaire à Luanda. Il n'existe aucune activité humaine épargnée d'erreurs. J'assume celle que j'ai faite car on dit que l'on apprend de ses erreurs. Ça veut dire, David, que finalement, définitivement, la page José Eduardo dos Santos est tournée en Angola. Historiquement, oui. Historiquement, oui. Eduardo dos Santos, ce n'est pas n'importe qui en Angola. En fait, je pense que toutes ces années de présidence qu'il a passées à la tête de ce pays ont fait de lui une personnalité adulée par la population angolaise. Parce qu'il a réussi à gagner la guerre qu'il avait opposée aux rebelles dans le temps. Mais sa gestion de la chose politique a fait croire très tôt qu'il était un dictateur. Un dictateur avisé qui a su faire investir dans le pays, faire profiter des richesses du pays, le pétrole en l'occurrence, les minéraux, etc. Son départ à la tête de la présidence a surpris beaucoup. Parce qu'on le voyait encore présent pour des années à venir. Il part de la présidence, il garde la présidence de son parti, ce qui avait fait interroger beaucoup d'observateurs. Mais très tôt, le nouveau président qui est élu avait une très grande marge, un très grand boulevard devant lui pour pouvoir opérer les réformes qu'il fallait. Et il a fait avec courage, en démettant de leur poste des personnalités, pas des moindres. Sa fille, qui est considérée comme la femme la plus riche d'Afrique. Et son fils également, du fonds souverain. Voilà, son fils également. Et beaucoup voyaient en cela un acte assez fort et assez courageux. Beaucoup avaient estimé que Eduardo dos Santos était le décideur de cette décision que le nouveau président prenait. On en était là lorsque le président décide comme ça qu'il laisse la présidence de son parti. Il a besoin de se reposer. Vous savez qu'il est malade. Je pense qu'il est même tombé aveugle. Il a des problèmes de vue. Il a besoin de se reposer pour véritablement se traiter et peut-être partir. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle l'alternance. Et c'est ce que nous souhaitons. David, c'est ça qu'on appelle l'alternance. Pour certains pays de l'Afrique. Lorsqu'à un moment... C'est ça l'alternance. C'est ça l'alternance, il n'y a pas de problème. Lorsqu'à un moment, vous comprenez que la chose politique vous lâche du poids à cause du poids de votre âge ou de vos incapacités à faire. C'est le contraire du président algérien. On en avait parlé la semaine dernière ici. C'est le contraire. Il faut que ces présidents africains comprennent la nécessité à un moment de lâcher du lest pour permettre à la nouvelle génération pour permettre à la nouvelle génération de venir aussi aux affaires. Et ça se fait voir dans un parti politique au Togo où les jeunes ont aujourd'hui leur place et ça fait beau à voir, ça fait plaisir. Je parle du parti présidentiel aujourd'hui. D'accord. Dimas, sur Eduardo dos Santos, finalement c'est l'âge qui le contraint à tout cela. Ouais, c'est l'âge et la santé surtout. Tu peux être âgé sans être décrépit par l'âge. Comme un Mugabe. Comme un Ouad. C'est des gens qui sont toujours solides. Ça, c'est naturel. Maintenant, João Santos, dos Santos, il est un tout petit peu souffrant, du moins c'est gravement. Il veut vraiment se reposer, il veut se soigner. Mais moi je ne pense pas que João Lourenço, qu'il a suscité, procède à des réformes, quelques réformes que ce soit qui peuvent profiter aux Angolais.
c'est quelqu'un qui est venu pour maintenir son équipe. Il ne s'agit pas de venir remplacer les gens à la tête des décisions pour dire que... Mais c'était pas donné. Mais c'était pas donné, oui. Mais quand on est président de la République, oui. Mais quand on est président de la République... Et tout le pouvoir qu'elle incarnait. Ça ne dépasse pas le pouvoir du président de la Dans République. le MPLA, justement. Je suis d'accord avec toi. Elle était à la limite, elle était la deuxième personnalité politique. La femme le monsieur, João Lourenço, a compris que s'il ne met pas son équipe en place, il ne peut pas diriger le pays. Oui. Vous voyez, non? Eh bien, il a remplacé les gens. C'est pas ça les réformes, David. Il a remplacé uniquement les gens à la tête de quoi là. C'est vrai que les réformes passent par les hommes aussi, hein. Mais si ça se limite à des hommes, il n'y a rien d'extraordinaire. Le monsieur est en train d'implanter son équipe mais il a pour pouvoir avancer. Je ne refuse pas. Mais est-ce que l'Angola a besoin de ça? Si vous allez en Angola, oui, malgré que ce pays, c'est un pays pétrolier, mais les gens souffrent. Mais vous pensez que c'est pour rien qu'on a tiré sur nous en Angola là-bas? Mais ils nous voyaient comme des envahisseurs. Cabinda, mais je vous assure, ils nous voyaient comme des envahisseurs. Si vous allez au Cabinda et on vous dit que c'est dans ce petit territoire-là qu'on tire plus de 80-90% des ressources pétrolières pour aller nourrir la grande Angola, alors qu'eux, ils vivent dans une précarité avancée, mais ils sont obligés d'aller pêcher les calamars géants là, et autres pour venir se planter au bord de la route. Mais tu vas voir les autorités, tu vas voir leur construction, alors que pratiquement, eux autres, ils vivent pratiquement dans des huttes. Vous voyez? Mais c'est des richesses qui n'atteignent pas la population. Vous voyez, l'Angola, c'est le pays le plus cher au monde. Vous allez voir une pastèque au bord de la route, on va te dire $90. Wow. C'est extrêmement cher. C'est une ville très très chère, Luanda et autres. Mais ce n'est pas donné, aux petites bourses de bien vivre dans ce pays-là. Et donc, moi, je me dis que ce pays a plutôt besoin d'une réforme de profondeur. C'est vrai, c'est toujours les Occidentaux qui ont semé de pagaille dans cette localité de l'Afrique. On a vu le cas de l'autre qui est le docteur Savimbi, qui a été utilisé par l'Occident. À un moment donné, quand on n'a plus besoin de lui, on voit que le monsieur veut voir trop clair. Il a fini de téléphoner avec son téléphone satellitaire. Il a fini en même temps, on l'a repéré, on l'a frappé, on l'a tué. Et là, Santos crie que mais j'ai gagné la guerre. Il gagne la guerre, c'est la précarité auprès des Angolais. Et on voit des gens, une classe exponentiellement riche. Il y a aussi la minorité. Moi, je voudrais que vous réagissiez quand même à quelque chose. C'est que le président Eduardo dos Santos passe le témoin à Lourenço. Oui. Il y a quelque chose d'incongru. Parce qu'on est président de la République, président de tous les Angolais, et on est président de son parti, comme on voit dans un certain nombre de pays, qui est antidémocratique en fait. Ce que j'aimerais quand même ajouter par rapport à ce que David Dimas vient de dire, c'est l'épilogue d'une longue guerre entre les deux. Parce que Dimas a dit tout à l'heure que les réformes... Dos Santos a dit 7 années de lutte est derrière nous. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Dos Santos ne pensait pas que son ministre de la Défense, qu'il a tout fait pour qu'il soit élu, allait quand même très rapidement devenir son ennemi numéro 1. Parce que le monsieur, quand il est arrivé, Gillot, il veut rapidement faire imposer ses hommes, il veut mettre en place son équipe, et vous avez vu la chasse aux sorcières. Il a lancé d'abord envers les enfants de l'ancien président Isabelle et Philomeno, et ceux qui occupaient la tête des sociétés d'État. Il avait besoin de... Il a fait remplacer tout ce monde-là. C'était bien. Et je crois que l'ancien président Dos Santos disait, mais oui, on réforme, mais pas de cette manière brutale. Ça lui a fait mal. Surtout quand on a touché à ça, ça lui a fait de la compagnie pétrolière. Et Gillot, véritablement, voudrait le faire pousser. C'est vrai, Dos Santos est souffrant et tout ça. Il voulait le faire dégommer de la tête du parti pour pouvoir
avoir la même mise totale sur toutes les institutions du pays. Et voilà, c'est ce qui vient d'être fait. Sinon... Mais il n'a pas dégommé, il a accepté de... Non, mais surtout... Non, c'est-à-dire que cela n'a pas... un vieux lion. Oui, un vieux lion, mais vraiment avec un contre-cœur. Parce que son ministre de la Défense, devenu président de la République, ne voudrait véritablement plus, d'accord, sentir. C'est ça. Sinon, tel que Mugabe refuse de faire... Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, que Mugabe refuse. Président de la République, président de son parti. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Non, mais président de la République, président de son parti, ce n'est pas ce pays-là. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai dit dans d'autres pays démocratiques, quand on devient président, on démissionne de la tête de son parti. Bon, vous savez, tu as bien dit dans d'autres pays démocratiques. Je ne dirais pas que nos pays ne sont pas démocratiques. Mais toutefois, vous savez que le parti représente un poids assez puissant. On est président de tous les échelons de ses militants. Oui, aussi. Parce qu'à tout moment... Il faut savoir donner le bon exemple. Exactement. À tout moment, on a toujours peur. On a toujours... Johannes, je vais te dire. Je vois toute cette difficulté. Samuel cherche toujours à me piéger. Non, moi, je considère que c'est des pratiques parmi tant d'autres. Voilà. Il y a certaines pratiques qui veulent que quand le président. Je propose un dimanche qu'on marque la courte pause et puis on va revenir après. Le temps passe vite. On va évoquer cela avant de passer au Togo. Aujourd'hui, le temps passe vite. Allez, c'est loin.